L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins également sur Espace TV, vous nous regardez sur cette chaîne. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Il faut le dire, à la une, la vague de réaction aux récents propos donc du directeur national de la culture n'est pas prêt de connaître en tout cas son épilogue. Il le dit ce matin, Tamba. En question, cette fois, un soupçon de clientélisme, il faut le dire. En effet, il continue donc d'être reproché donc à l'État d'avoir sciemment choisi d'attribuer donc là le sésame donc des 5 millions d'anciennes gloires et d'en avoir remis donc d'autres. Qu'est-ce qui explique cette récurrence de critiques? Nous allons comprendre ce matin avec Ansman Kamara, alias Petit Condé. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et quelle partition pour les cliniques privées dans la riposte du Covid-19 en Guinée? Nous posons cette question ce matin chez les GG. L'équation se pose désormais vigoureusement avec les manques en équipement de protection individuelle devenus criards dans ces dernières semaines, il faut le dire. Aussi, leurs tenanciers donc se sont fendus, le dit ce matin, d'un plan de riposte spécifique en vue d'une réponse globale à l'épidémie en Guinée. Et quelles sont les préconisations de ce plan de riposte? Nous allons avoir en direct ce matin chez nous, chez les GG, Dr Suleiman Touré, il faut le rappeler, président de la Fédération des cliniques privées de Guinée. Il sera chez nous en direct. Et puis d'autres propos, d'autres réactions, ça serait dans la deuxième partie de cette émission, entre autres avec quelques partis politiques évidemment face à ce think tank, il faut le rappeler. On parle maintenant du Covid-19, des révélations troublantes autour d'un cas de décès à Donka, mon cher Tamba. C'est important de préciser que sur ce sujet, nous voulons sonner l'alerte. Pour que les populations ne se prennent pas en charge elles-mêmes. Pour que quand elles sentent le besoin d'aller quand elles sentent le besoin de se prendre en charge, qu'elles filent vers ceux qui maîtrisent la situation, qu'on n'évite pas l'automédication, qu'on n'évite pas les centres d'hospitalisation malgré les faiblesses et les difficultés qu'il y a autour. Roby va justement nous planter le décor de ce qui est arrivé à Sieur Alassane Ly. Alassane Ly qui a passé l'arme à gauche hier. J'ai vu ça, un jeune de 40 ans. Justement 40 ans, marié, père de 2 filles, habitant aux États-Unis, qui décide de rentrer au pays, servir comme ingénieur, finalement qui perd la vie dans des conditions que l'on va voir. Et c'est important de préciser que tout à l'heure, si tout va bien, on peut avoir son cousin, celui même qui l'a amené à l'hôpital, qui a été présent jusqu'aux environs de la fin. Voilà, donc Roby a pu échanger avec lui. J'ai échangé avec son frère ce matin et qui m'expliquait que son frère était dans un état de maladie à la maison. Au début, ils ont pensé que c'était un cas bénin. Et puis ils sont allés dans une clinique de la place. Alors, je vais éviter de faire la mauvaise promo de certaines cliniques où ils ont passé des examens et on leur a dit que c'était un palu. Un palu qui était à un niveau de 8000, je crois. Et le médecin leur a dit que le palu à un niveau de 4000 est déjà bien dangereux. Mais à 8000, c'est encore plus extrême qu'on ne le pensait. Et donc, du cas du palu, ils sont restés là. Il n'a pas reçu de médicaments, il n'a pas reçu d'ordonnance, il n'a pas reçu rien du tout. Et puis, ils sont rentrés comme ça à la maison. De retour à la maison, le cas de son frère, je crois, s'est aggravé. Et lorsque son frère a senti que son cas s'aggravait, c'est-à-dire que il avait commencé à avoir des problèmes respiratoires, sa femme a appelé son autre frère Lee pour lui dire « Écoute, il faut que tu viennes parce que mon frère commence, il respire même plus, je crois qu'il gronde dans ses poumons. Ça s'apparente même plus à de la respiration, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ronfle, qui gronde, tellement le son était énorme. » Donc ils se sont donné rendez-vous à Coloma et de là ils sont allés au Flamboyant pour passer où ils ont passé le test Covid-19. Et donc après avoir passé le test Covid-19, on leur a dit on leur a dit que de rentrer à la maison et que si c'était positif, on les appellerait et si c'était négatif, ils ne seraient pas appelés. Donc ils sont restés 4 jours sans appel, 4 jours sans appel.
Et un, d'accord. Et L'ANSS, hein, ça fait ça. Non, non, Les grandes flamboyant. Ok. Flamboyant. Flamboyant. Mais Non, quand le flamboyant prélève. le flamboyant prélève, C'est une clinique. c'est une clinique. Exact, le centre médical communal. Ça Ok. prélève. Et puis, ils amènent voilà. ils amènent à Nongo pour diagnostiquer et pour sortir le résultat. Donc ils sont restés à la maison 4 jours sans appel, mais l'état de son frère ne s'améliorait pas. Et donc eux-mêmes, ils ont décidé de revenir à la charge, Ouais. d'appeler pour avoir les résultats. Et donc ils sont passés par des bras longs, par des amis, il fallait mettre des relations en jeu pour avoir les résultats. Et finalement, la réponse qu'ils recevaient de l'ANSS à chaque fois, c'était de leur dire que les résultats ne sont pas prêts, ne sont pas prêts. Les grandes gueules. Alors, entre est-ce qu'il est négatif ou il est positif, plusieurs jours après, vous revenez à la charge, on vous dit que les résultats ne sont pas prêts, ils étaient très inquiets. Et Ouais. donc, l'état de son frère s'est complètement détérioré à partir de ce moment-là. Et il le prend de lui-même à un état quasiment de coma. Il décide de l'amener à Donka. Malheureusement, c'est là où il était l'heure de venir en studio. On n'a pas pu terminer. Et je lui ai demandé d'intervenir. Tamba et moi, nous lui avons demandé d'intervenir à l'antenne pour nous donner la suite. Parce que selon les informations que nous avons, la suite à Donka fait froid dans le dos. Ouais, c'est bien cela, parce que j'apprends qu'il a été débranché. Hein, c'est Voilà. bien cela. Catastrophique. Voilà. Allez-y, hein, mon cher Prince, on va essayer de le joindre dans un instant. Allez-y. Voilà. La suite est catastrophique. Ouais. Et il nous la racontera. Ouais. Il nous la racontera. Mais ce qui m'a le plus frappé quand j'écoutais ça, c'est-à-dire que le malade lui-même dit à son frère, ne pars pas. Si tu pars, ils vont débrancher l'appareil. Ouais. Si tu pars, ils vont me débrancher Oui, parce qu'il n'y a l'appareil. pas assez de respirateurs. Et il poursuit d'après les informations que nous avons obtenues, il faudra qu'il le confirme lui-même. Il poursuit, il plaide même les soignants pour dire, s'il faut payer, je paierai. J'ai de l'argent. Les Je grandes peux payer gueules. ce qui- Mais ne débranchez pas. Mais ne me débranchez pas. Laissez-moi au moins 2 jours que je récupère. Ce sont les informations que nous avons eues. Ouais. Et on va pouvoir les confirmer maintenant avec lui. Oui, en direct ce matin. Ouais, c'est Diallo Kierno Mamadou Saliou. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Diallo, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour monsieur, vous allez bien? Dieu merci, bienvenue. Alors, on s'intéresse évidemment à ce cas. Dites-nous comment ça s'est passé, le décès de Lee, hein, c'est De bien votre cela, frère. Alassane Ly. Alassane Lee. En fait, Alassane Ly, il était malade il y a environ 13 jours. Un palu lui a été diagnostiqué. Un palu évalué à 8000. Donc en gros, selon les médecins, le palu grave, c'est à 4000. Lui, il était à 8000. Donc du coup, il m'a appelé pour que je l'amène à l'hôpital. On est allé, il est resté hospitalisé 2 jours. Bon, après les 2 jours, comme sa température faisait des hauts et des bas, les docteurs, ils ont été francs avec moi, ils ont dit bon, qu'ils ne pouvaient pas le garder, vu que sa température n'est pas stable. Le mieux, c'était de faire le test du Covid, se rassurer qu'il ne l'est pas. Il ne présente pas de signes, mais le mieux, c'est de faire le test. Bon, il me l'ont remis, on est rentré à la maison. Le lendemain, on est allé au flamboyant, ce petit Simbaya, on a fait le test. On est rentré à la maison puisque on ne pouvait plus aller dans une autre clinique en fait. Il nous fallait le résultat du test. Donc du coup, on est resté, il était en train de s'automédiquer à la maison et tout. Déjà, il a une gastrique, une histoire de gastrique. Il disait que ça aussi lui fatiguait. Donc on est resté jusqu'à avant-hier. Et je lui ai fait, bon, je suis allé chercher de la soupe à la maison. Je lui ai ramené. J'ai forcé à ce qu'il mange puisqu'il ne mangeait pas du tout. Il a mangé, il a dormi, il s'est réveillé, il m'a dit petit, ça fait longtemps que je ne dors pas comme ça. Je lui ai dit bon, tu vois, c'est juste un palu. Il suffit juste de manger, ça va passer. Et juste après, on est resté à la maison. Bon, moi on a papoté dans le même lit, on s'est endormi au salon en fait. Moi je me suis réveillé pour faire ma rupture. Il dormait encore. Bon, je me suis dit, comme il est en train de récupérer, c'est mieux de le laisser dormir. Mais après, à 20h30, lorsque j'ai commencé à prier, quand j'ai fini, j'ai constaté qu'il avait une respiration. Il n'arrivait pas à respirer du tout. Je me suis dit, je ne suis pas médecin, mais une personne normale ne respire pas comme ça.
Donc du coup, j'ai appelé sa femme directement. Je lui ai dit, attends, ton mari ronfle? Elle me dit, oui. Je fais, non, mais ça, je ne crois pas que ce soit un ronflement. Donc du coup, je lui ai fait écouter. Elle m'a dit, non, il ne ronfle pas comme ça. On a pris la vidéo, on a envoyé à un de ses potes qui est médecin à Dakar. Lui, il nous a dit qu'il était en train de saturer. C'est-à-dire qu'il n'avait plus d'oxygène dans son corps. Donc du coup, de vérifier s'il n'est pas dans le coma. Je suis venu pour le réveiller, il était effectivement dans le coma. Je l'ai pris, j'ai appelé le gardien qui m'a aidé à le transporter dans la voiture. J'ai bougé pour l'hôpital. J'ai fait 2 cliniques avant Sino-Guinéenne qui l'ont refusé. À Sino-Guinéenne, je suis arrivé aux urgences. Ils m'ont demandé ce qu'il y a. Je leur ai dit seulement qu'il était dans le coma. Ils ont ouvert la portière arrière. Ils l'ont vu coucher sur la banquette. En fait, ils n'ont même pas tergiversé. Ils ont dit carrément qu'on ne touche pas. Je leur ai demandé, c'est un hôpital ou c'est une boutique ici? Ils me disent non, qu'ils ne touchent pas. Ils sont tous rentrés. En fait, c'est comme si ce n'était pas un être humain que j'ai ramené. Je leur ai dit, bon, s'il doit mourir, il va mourir ici. Le médecin dit, d'accord, restez, qu'il meure alors. On est resté environ 10 à 20 minutes. Il a commencé à baver et avoir des bavures et tout ça. Bon, je ne pouvais pas rester là alors qu'il était en train de mourir. J'ai repris la route. Entre Sino-Guinéen et Donka, j'ai fait environ 45 minutes. Pourquoi? Parce qu'à chaque barrage, on me faisait perdre minimum 10 à 15 minutes. Il ne voyait pas le malade que j'avais dans la voiture. Il voyait la voiture que je conduisais. En fait, il faisait tout pour que le barrage de Ratoma, par exemple, il y avait un gros cylindré derrière moi qui était derrière moi déjà. On m'a demandé de faire marche arrière pour que lui s'approche. Je leur ai demandé pourquoi. J'ai un malade, vous voyez qu'il est malade. Ils me disent, ah, tourne la voiture, quitte, c'est un colonel. Je sais même si c'est qui. Pourquoi ils m'ont forcé à tourner la voiture à faire... D'accord. On va aller à Donka. Voilà, on va aller à Donka. Arrivé à Donka, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. En fait, on est arrivé à Donka. Il nous a fallu au moins 25 minutes ou 30 minutes pour qu'on le prenne en charge. Après que j'ai eu à faire un petit tapage pour qu'on le prenne en charge, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de lit. Je ne sais pas comment ils ont fait pour libérer un lit. Enfin, ils nous ont trouvé un lit. Donc, on l'est rentré. Ils ont mis une première perfusion. Et il a ouvert les yeux. Il m'entendait, mais il n'avait pas retrouvé sa langue, en fait. Il n'arrivait pas à parler. Mais il respirait très mal. Après, on lui a envoyé une machine respiratoire et du gaz. Il aidait à respirer. Après, il a repris confiance vers 4 heures du matin. Il a parlé avec sa femme. Tout allait bien, en fait. Donc, on est resté. Moi, je suis resté jusqu'à midi le lendemain. Il allait très bien. Il avait récupéré. C'était juste une question de temps pour qu'il se remette maintenant. Donc, je lui ai dit, bon, comme tu es en train de te rétablir, moi, je vais rentrer à la maison et te ramener des trucs. Puisque tu en as pour un bon bout de temps ici. Il me dit, non, ne me laisse pas ici, j'ai pas confiance en eux. Ne me laisse pas, puisqu'il ne voulait pas du tout venir à Donka. Il me dit, non, ne me laisse pas ici. Donc, du coup, je l'ai forcé. Il m'a dit, même s'il le faut, il faut dormir à côté de moi dans le lit. Je dis, non, on est dans une chambre là où il y a des cas suspects. Moi-même, je ne peux pas rester ici. C'est pas bon pour moi. Donc, j'ai quitté là-bas, je suis rentré à la maison, je me suis lavé. 1 heure de temps après, je suis reparti à l'hôpital, je n'ai pas eu accès. Le soir, j'ai appelé, on m'a dit qu'il allait bien. Pourtant, en ce moment, il avait fait déjà, il était en crise. Ils étaient en train d'essayer de le soigner, d'après eux. Et je suis revenu, on m'a appelé le matin pour me dire de venir à l'hôpital, qu'ils ont trouvé un moyen de me mettre en relation avec lui pour que je puisse le voir. Les visites n'étaient pas permises, mais on m'a trouvé comment faire. Quand je suis arrivé le matin, on m'a annoncé le décès et tout. Maintenant, ce qui m'intrigue, puisqu'ils se sont bien occupés de lui, l'équipe qu'on a trouvée là-bas, en fait, pour ne pas les accuser. Mais ce qui m'intrigue, c'est que j'ai vu un article de Mandian qui dit qu'on a débranché 2 personnes le soir-là, donc à 23h.
Et lorsque je suis entré dans la morgue pour identifier mon frère, il y avait que mon frère et la personne là. Tous deux décédés à 23h05. Comme par hasard, c'était son compagnon de chambre, qui était lui aussi rétabli, qui lui respirait même sans l'appareil respiratoire, qui avait juste un problème de mobilité. Ouais. Merci beaucoup, mon cher ami, et surtout bon courage à vous, monsieur Diallo, qui en moment de salut donc était en direct ce matin chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.